il paraît qu'on mesure même la valeur des hommes à leur capacité à se relever après un échec plutôt qu'à réussir. Donc j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Et c'est comme un petit peu d'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous ne voyez que ce que vous avez autour de vous actuellement, vous ne voyez pas où vous allez forcément, et il faut quand même y aller. Et donc il y a cette histoire de confiance, il y a cette histoire d'être prêt à y aller, et je trouve ça assez intéressant. Bonjour à tous, aujourd'hui je rencontre Julien Coupat, révélateur de performance. Je ne vous fais pas plus attendre, il se révèle tout de suite dans ce nouveau ghetto. Bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé, avec grand plaisir. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous demander de me donner un chiffre entre 5 et 30. Entre 5 et 30, je vais vous dire 25. Donc vous êtes révélateur de performance, vous avez 25 secondes pour nous pitcher quel est votre rôle. Alors, révélateur de performance, c'était l'idée en fait de coupler les deux termes qui me semblaient importants dans ma pratique. La première, c'était le fait que je suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent ou ce qu'ils ont à faire, mais plutôt de les aider à le sortir d'eux-mêmes. Donc, c'était un peu cette idée de révélateur et de les aider à faire en sorte que ça vienne d'eux. Et puis, performance, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans le sport, puisque j'ai une casquette aussi d'entraîneur sportif qui est importante pour moi. Et cette recherche de performance, cette recherche d'optimisation de son potentiel, elle est primordiale pour moi. Donc l'idée, c'était de combiner les deux en révélateur de performance. D'accord. Et quelle est, selon vous, la meilleure façon pour un étudiant de se vendre auprès d'une start-up pour être recruté? Alors, j'aime pas trop le terme se vendre en fait au départ parce que se vendre c'est toujours très péjoratif. L'idée c'est plutôt de se mettre en valeur en fait et comment arriver à convaincre une start-up que un étudiant peut être un candidat très intéressant. C'est déjà peut-être en comprenant quelles sont les attentes d'une start-up. À quel jeu est-ce qu'on va jouer en fait et être bien au clair sur est-ce que ce jeu-là on est capable et dans ce jeu-là quels vont être nos différenciateurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter un petit peu en plus. Donc l'idée c'est mieux comprendre la situation et puis mieux se connaître soi aussi pour savoir ce qu'on va pouvoir apporter. Ok, et là, on va passer plutôt à l'axe entrepreneuriat. Donc, vous avez eu vos propres entreprises. Oui. Et juste avant, vous étiez à la sortie de votre école de commerce en poste de product manager chez HP, si je ne m'abuse. C'est bien lu mon CV. Et qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de l'entrepreneuriat? Alors, c'était déjà là depuis un petit moment en fait l'entrepreneuriat, en particulier à l'école. En fait, j'ai fait l'EM Lyon et à l'EM Lyon la première année, il y a tout ce travail autour d'un projet de création d'entreprise et on avait pas mal travaillé avec mes collègues autour de ce qui sera d'ailleurs ma première expérience entrepreneuriale et ça m'avait déjà beaucoup plu à l'époque et je pense que derrière, comme beaucoup en fait, j'ai pas choisi de le faire, j'ai été un petit peu poussé à le faire par des circonstances familiales de déménagement, de jobs qui plaisaient moins et dans l'idée de dire finalement allez je vais me prendre en main et c'est à un moment donné et je me souviens c'est ma sœur en fait qui à un moment donné dans une discussion d'un repas bêtement m'a dit mais finalement mais pourquoi tu te lances pas et en effet à la question du pourquoi tu te lances pas il y en a qu'une réponse c'est il y a pas de raison en fait et il faut que j'y aille. Donc vous êtes passé du coup de salarié chez HP à entrepreneur. Est-ce que vous recommandez de vous consacrer 100% à un projet ou toujours avoir un plan B, de garder un poste entre guillemets de salarié à côté? Alors, moi je recommande pas grand-chose en fait, si ce n'est finalement de se suivre soi et de faire son propre chemin. Je vois deux choses. Personnellement, si je devais donner mon expérience personnelle, je dirais que j'ai toujours eu plusieurs activités et encore aujourd'hui et je trouve que moi je m'éclate à avoir plusieurs activités et à me dire d'ailleurs j'en change plusieurs fois dans la journée. Donc ça c'est un élément qui est important mais qui est très lié à ce que moi je fais. Après à côté de ça, ce que j'ai pu observer chez un certain nombre d'entrepreneurs, c'est que on a du mal à se consacrer à un plan A si on est sur un plan B. Si on est déjà en train de réfléchir à un plan B. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est que la dynamique entrepreneuriale, à un moment donné, elle demande une telle énergie, une telle force, qu'on a du mal à se disperser. Donc, d'un côté, je vais vous dire qu'il faudrait plutôt, et puis de l'autre côté, on peut aussi faire ça. J'ai envie de dire, ça va s'adapter à la personne, et donc c'est là aussi où il y a un vrai travail personnel d'identifier quel est le chemin qu'on a envie de prendre pour pouvoir entreprendre. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ont beaucoup d'a priori par rapport à la question de l'échec. Qu'est-ce que vous avez à dire autour de la question de l'échec dans l'entrepreneuriat? Comme dans la vie,
comme dans la vie, l'échec, il est, alors il est peut-être plus retentissant dans l'entrepreneuriat, mais il est dans le sport, il est dans plein d'autres activités. À partir du moment où on va se mettre en situation de se mettre en avant, de vouloir monter un projet, de vivre quelque chose de manière intense, et ben on se prend en effet le risque que ça ne marche pas. En amour, c'est le cas presque tout le temps d'ailleurs. Hein, on prend le risque que ça ne marche pas, et finalement, comme dans tout, ce qui ne tue pas rend plus fort. Il paraît qu'on mesure même la valeur des hommes à leur capacité à se relever après un échec plutôt qu'à réussir. Donc j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Pas forcément toujours facile à appréhender, pas forcément toujours facile à gérer, mais c'est aussi pour ça que y a des gens comme moi qui sont là aussi pour accompagner dans ces moments-là, aussi bien de réussite que de difficulté, parce qu'on va dire un échec c'est fort, mais de difficulté pour pouvoir justement prendre ce recul-là et continuer à avancer. Est-ce que vous croyez au fait de s'associer avec son meilleur ami? J'ai été associé avec mon meilleur ami. Moi, j'aime beaucoup accompagner des gens qui sont dans des phases d'association. J'ai pas mal d'entreprises comme ça qui sont en association, voire même à plusieurs vraiment. Et c'est toujours extrêmement intéressant parce qu'en fait, fondamentalement, c'est arriver à trouver le bon tempo, la bonne synchronisation pour que le 1 plus 1 fasse 3 ou 4 ou 5 et pas le 0 qu'on pourrait imaginer. C'est jamais facile. Mais je crois que ça vaut le coup d'essayer en fait. Mais comme toute chose qui est finalement extrêmement performante ou extrêmement avec une énorme récompense en fait, si ça marche bien, forcément c'est difficile et forcément ça nécessite d'être très au clair sur ça. Ouais. Ok. Et vous voyez du coup tous les jours de nouveaux projets. Enfin, vous voyez beaucoup de projets naissants. Est-ce que ça vous donne envie de vous relancer dans une nouvelle aventure d'entrepreneuriat? Alors, j'ai pris la présidence du club d'aviron de Grenoble. Qui finalement est une espèce de petite PME, parce que c'est quand même un budget de 500 000 euros, c'est 4-5 salariés, et finalement c'est un job même plus à plein temps que je l'imaginais. Mais voilà, on va dire que c'est mon expérience entrepreneuriale du moment. J'étais pas prêt en fait, la dernière c'est moyennement bien terminé, pour de multiples raisons, et en fait j'étais pas prêt à repartir, et en même temps j'avais depuis un petit peu de temps relancé cette activité et développé un peu cette activité d'accompagnement, et celle-ci elle enfin pour l'instant c'est celle qui m'éclate le plus, donc en fait j'ai surtout envie de faire ça en ce moment. Ok, et là donc on va placer plutôt à l'axe en tant qu'accompagnateur. Comment êtes-vous passé du coup d'entrepreneur à accompagnateur? Je l'ai toujours été. Parce que même au tout début, en fait, l'accompagnement, ça fait 17 ans que je le fais, en même temps que j'ai créé ma première activité, mais qui était déjà dans l'accompagnement de personnes, en fait. Donc je me suis retrouvé plongé dedans. Ça a été des étudiants, ça a été des lycéens, ça a été des étudiants du master entrepreneur de GEM, entre autres. Et puis au fur et à mesure que tout ça évolue, ils sont devenus tous grands, entre guillemets. Pour la plupart, ils sont devenus entrepreneurs, et pour la plupart, ils ont continué aussi un petit peu à travailler avec moi. Donc c'est venu au fur et à mesure, sans que ça soit une décision fondamentale de ma part. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche? Au final, on dirait que vous êtes fait porter par... Alors, on se fait jamais réellement porter, mais les choses sont arrivées en fait assez naturellement. Je me demande si en fait, j'aurais pas dû être prof. Voilà. Je me demande si à un moment donné, dans ma réflexion d'orientation scolaire, il n'y a pas ça à un moment donné qui m'a attiré quelque part, que j'ai pas fait pour d'autres raisons aussi, multiples, mais peut-être qu'il y avait déjà quelque chose dans l'idée d'accompagner, de passer, de faire partie des vies des gens finalement d'une certaine manière. Et l'entraînement d'aviron fait aussi partie de ça. Et quand vous parlez d'accompagnement, quelle forme ça prend cet accompagnement? Ma pratique, elle est beaucoup par le bas, en fait. Alors, j'appelle ça par le bas. Les gens avec qui j'en parle régulièrement comprendront pourquoi. J'essaie d'être plutôt dans l'écoute. Et en fait, je pars souvent avec zéro a priori. J'arrive un petit peu le plus frais et disponible possible quand je vais rencontrer les gens que j'accompagne, pour être à leur écoute. Et pour être vraiment disponible par rapport aux problématiques qu'ils vont apporter, par rapport aux signaux qu'ils vont m'envoyer, qu'ils soient forts, qu'ils soient faibles, et puis on travaille sur ce qu'ils ont amené à ce moment-là. Alors il y a toujours un travail de fond parce que je les accompagne sur une certaine
certaine période. Donc il y a des projets, il y a des choses qui reviennent de manière régulière, mais j'essaie d'être le plus à leur écoute et non pas d'en vouloir les faire avancer dans un endroit bien particulier. Et avec le recul, quand vous avez créé votre entreprise, déjà, est-ce que vous avez été accompagné? Oui. Oui, par tous les gens que j'avais autour de moi. J'ai jamais travaillé tout seul. Et quelle est la personne, du coup, l'acteur qui vous a le plus marqué dans cet accompagnement? Il y en a deux forcément. Et c'est deux presque les plus proches de moi, en fait, c'est mon père et ma femme. Et comment c'est ça vous le posez comme question? Moi j'ai la chance d'avoir un père qui a été psychologue clinicien, qui a été DRH, qui a beaucoup travaillé sur la stratégie, des choses comme ça. Donc c'était déjà quelqu'un qui m'aidait à prendre du recul et à me poser justement un certain nombre de questions. Et puis après mon épouse, c'est plus sur en effet pareil, sa capacité à faire miroir et à m'interroger par rapport à des choses. Et puis c'est son soutien. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'entreprend pas si à un moment donné, on n'a pas une cellule familiale qui est prête à nous soutenir 100%. C'est tellement engageant. On n'endort pas la nuit. On y réfléchit tout le temps. On est tout le temps pris dedans. Que si à un moment donné, notre cellule familiale, en l'occurrence pour moi, mon épouse et puis mes enfants par la suite, étaient pas là pour me soutenir, on peut pas combattre tout seul. Ok, et est-ce que vous remarquez quelque chose qui manque de manière récurrente au projet que vous voyez passer et que vous essayez systématiquement du coup de combler, d'apporter Je vois pas de... Ils ont tous une particularité, ils ont tous un petit truc et j'ai pas de choses particulières. Enfin, j'aurais pas quelque chose qui va ressortir fondamentalement sur tout ça. Ils ont tous plein de choses, ils sont tous très complémentaires. Je me dis peut-être qu'un jour d'ailleurs, ça serait intéressant que de les mettre tous dans une salle et puis qu'ils se parlent entre eux, parce que je suis persuadé qu'ils auraient plein de choses à se partager. Et moi, je le fais déjà en passant des histoires, en fait, en leur racontant aux uns et aux autres les histoires des autres. Et voilà. Mais j'ai pas un truc particulier, donc il leur manque en particulier. Et est-ce qu'il y a du coup un projet en particulier qui vous a marqué et pourquoi? Ah, c'est dur parce que tous les autres vont être jaloux si j'en sors un et pas les autres là. Vous êtes super dur, hein. Vous êtes super dur. Il y en a un qui est extrêmement intéressant Enfin, il y en a même deux qui sont extrêmement intéressants. Je vais prendre la carte d'en prendre deux. Il y en a un qui s'appelle Andiamo, qui est un projet qui est incubé à Incubagem et qui est incubé aussi chez Ronalpia et qui vient d'être d'ailleurs pris au village Baïséa dans l'accélérateur. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont trois, avec trois personnalités complètement différentes et tout le travail est de les faire fonctionner ensemble et tout le travail de les accompagner. Et puis, il y a un petit côté sympathique parce qu'il y en a un qui est un de mes anciens étudiants de prépa HEC, donc ça fait très longtemps aussi qu'on se connaît et pour le coup c'est très intéressant de les voir évoluer par rapport à ça, au-delà du projet qui en lui-même est très intéressant, de la mobilité inclusive. Puis le deuxième c'est Stéphane Thirouin de Willywo, voilà, avec son ventilateur, parce que encore une fois c'est quelqu'un qui avait un poste chez Seb de responsable design extrêmement intéressant et qui a mon part avec son projet de ventilateur sous le bras, tout seul, et qui finalement contre vents et marées presque va le monter, va le réaliser, va le vendre. Et va en vendre plus qu'on aurait pu, ou peut-être même plus que lui aurait pu l'imaginer, et toujours tout seul, et avec cette volonté d'être tout seul, et c'est très intéressant de l'accompagner à comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser cette situation-là avec lui. Et j'ai aussi vu que vous étiez intervenant pour le Master Entrepreneur à GEM. Oui. Pourquoi finalement vous avez dit que vous n'étiez pas professeur, mais ça y ressemble? Alors, je suis intervenant comme tuteur de mission, okay. donc je suis plutôt dans le même rôle que ça, qui est d'accompagner finalement les étudiants à réaliser leur mission. Et puis j'ai été jusqu'à cette année responsable de ce qu'on appelait projet professionnel personnalisé ou projet professionnel et personnel, qui était un module où je rencontrais en fait chacun des étudiants sur le bon vouloir en fait pour réfléchir avec eux sur leur projet. L'idée étant de les amener à pouvoir sortir du master avec une idée plus précise et puis surtout avec une compréhension du pourquoi ils avaient envie de se lancer dans telle ou telle activité par la suite. Ok, et est-il indispensable de commencer en étant accompagné?
Oui. Ouais. Ça devrait être indispensable. Ça devrait être indispensable parce qu'encore une fois, c'est l'occasion de prendre du recul et que finalement, la posture entrepreneuriale et l'aventure entrepreneuriale, elle demande énormément d'humilité, énormément d'agilité et que finalement, parce qu'on est aussi en plein dedans et parce qu'on est toujours en prise, cette phase de prise de recul, cette phase de prendre un pas de côté régulièrement, ça aide énormément. C'est une des choses d'ailleurs qui a été redite par les gens qui sont accompagnés au niveau du village Baïséa par Collunch et donc le programme de mentorat, qui était au départ on pensait que ce serait une perte de temps et finalement au bout de 3 fois, on peut plus s'en passer et ça devient quelque chose d'absolument nécessaire. Ok. Et vous nous avez du coup déjà parlé de votre attrait pour le sport. C'est vrai. Donc vous êtes très impliqué dans le monde du sport. Quelle relation pouvez-vous faire justement entre le sport et votre métier? Alors déjà sur la performance, parce qu'on est dans les deux sur la gestion de la performance, l'optimisation encore une fois personnelle, et puis de tout un environnement et en l'occurrence un aviron d'un équipage. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est que en fait je fais beaucoup le parallèle en aviron où on avance en ne voyant pas ce qui va se passer derrière soi. C'est-à-dire que vous avancez en ce sens-là, puis vous regardez dans ce sens-là, et c'est comme un petit peu d'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous ne voyez que ce que vous avez autour de vous actuellement, vous ne voyez pas où vous allez forcément, et il faut comme y aller. Et donc il y a cette histoire de confiance, il y a cette histoire d'être prêt à y aller, et je trouve ça assez intéressant. Et puis après, il y a ce parallèle entre l'entraîneur, qui est dans un canot moteur en l'occurrence, donc pas dans le bateau, à l'extérieur, qui va se rapprocher, puis qui va s'éloigner, qui va voir les choses sous différents angles et qui va pouvoir interroger justement les porteurs du projet ou les rameurs en l'occurrence, et donc de voir les voir progresser par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez que sans le sport, votre expérience d'entrepreneur aurait été la même? Pas du tout. Pas du tout. Et pour ceux qui ne sont pas sportifs, dans quelle activité on pourrait retrouver les mêmes... Je ne sais pas s'il y a une activité. En fait, on a tendance à dire que le sport, c'est l'école de la vie, mais ça pourrait être aussi dans la musique, ça pourrait être dans l'art, ou peu importe, dans une autre activité où à un moment donné, on va aller chercher à donner le meilleur de soi. En fait, et à chaque fois, on va donner le meilleur de soi, on se retrouve aussi dans une situation entrepreneuriale. Quel est le conseil à donner aux étudiants ou à quelqu'un qui voudrait se lancer? Quel conseil? Que ce soit en termes d'organisation, de planification, ou même d'état d'esprit à avoir. C'est plus l'état d'esprit. En effet, le reste, je pense que vous savez tous faire, des modalités de gestion de projet, tout ça, ça s'apprend assez facilement, ça se vit, c'est assez pragmatique. C'est plus dans cette attitude, dans cette agilité mentale, dans cette posture. Vous avez un super prof à GEM qui s'appelle Rafi Dumedjian, qui parle beaucoup de bricolage entrepreneurial, et dans cette idée, voilà, qu'on n'est pas obligé de faire les choses extrêmement bien, mais qu'on peut déjà bricoler. Qu'en bricolant, on peut déjà avancer de manière assez intéressante. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager? Quand vous étiez entrepreneur et quand vous étiez en tant qu'accompagnateur. Donc finalement, 2 anecdotes. 2 anecdotes? Alors déjà, j'avais déjà du mal à en trouver une, mais alors 2 anecdotes. Je peux vous faire le cadeau de nous en donner qu'une. D'accord. Oui, alors il faut que je trouve. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément une anecdote, ça a été 2 moments forts. Ça a été les moments où on a ouvert tous nos magasins avec mon associé, les uns après les autres d'une manière assez condensée dans le temps, et où je me souviens cet engouement, cette force, cette impression que rien ne pouvait nous arrêter et était là. Et puis à côté de ça, la fois où on a dû fermer. À chaque fois, et on a fermé un magasin, puis un autre, et puis un autre. Et la dernière fois en particulier, on a fermé la clé, on a fermé tous les deux la clé, et on était tous les deux là, et il y avait un espèce de petit pincement au cœur bien particulier. Et voilà, dans les extrêmes en fait, mais grosso modo, on en reparle souvent, il fallait le vivre, et ce qui finalement nous a permis de vivre des choses avec une intensité extrêmement forte, nous a fait aussi extrêmement mal, ou pleurer, ou souffrir à d'autres moments, mais le spectre était tellement bien que ça valait le coup de le vivre. Parfait, merci beaucoup Julien de nous avoir partagé votre expérience, on espère vous retrouver bientôt. Avec plaisir.